Je vais vous dévoiler aujourd'hui la plus grande escroquerie mentale dont vous avez été et êtes probablement encore victime. Une escroquerie qui a fait et continue de faire dans le monde d'innombrables victimes, et là je parle bien de morts, entre autres. Mais tout d'abord, une petite remarque préliminaire. Cette manipulation opérant avec succès depuis des siècles, vous vous doutez bien qu'elle doit être redoutablement efficace, que s'il en est ainsi, c'est que non seulement tout est fait pour que le moins de gens possible s'aperçoivent de la supercherie, mais aussi que si certains la détectent, les autres ne les suivent pas. Et qu'il est donc probable que lorsque je vais vous dire de quoi il s'agit, non seulement vous vous en étonniez, mais même vous vous en indigniez, que vous refusiez de m'écouter plus avant. Comprenez bien que, logiquement, il va probablement en être ainsi. Et donc, je vous demande de faire un effort d'ouverture d'esprit et d'acceptation d'idées nouvelles à l'encontre de vos préjugés. De ne pas vous fier à vos réactions immédiates, instinctives et émotionnelles, mais uniquement à la logique pure de l'ensemble de mon discours. Car c'est seulement ainsi que vous pourrez vous libérer donc de cette manipulation. Et si je vous invite à faire cela, c'est pour une bonne raison. Notre survie est en jeu. Pour commencer, vous avez peut-être entendu parler du concept, sans doute d'ailleurs, d'anarchie. Vous savez, ces gens souvent jeunes, qui rejettent toute autorité et qui envisagent une société sans chef. Et vous vous dites probablement qu'une société sans chef, ça ne peut pas fonctionner. Et je suis assez d'accord, d'une certaine façon. Par exemple, un chef d'orchestre, un officier dans l'armée, etc., sont nécessaires parce qu'il y a des cas où des décisions doivent être prises rapidement. Sauf qu'on peut faire en sorte que ces chefs aient une mission précise et qu'ils soient responsables de leurs décisions, je veux dire, susceptibles d'être sanctionnés en cas d'erreur manifeste. Et de sorte que, vous voyez, leur statut n'est pas si désirable que ça. Mais il y a une autre sorte de chef, un autre sens au mot, si vous préférez. D'où une certaine confusion qu'il importe de lever. C'est le chef qui est libre d'imposer ce que bon lui semble et contre lequel il n'est nul recours. Pour cette seule raison, qu'il est le chef, quoi. Et notez bien que ce n'est pas pareil. Et donc, pour distinguer cette chefferie de la précédente, je parlerai de pouvoir absolu, ou mieux d'ailleurs discrétionnaire. Et là, il semble bien qu'une chefferie absolue ne soit pas nécessaire au bon fonctionnement d'une société. Il suffit qu'il y ait des règles à respecter, un objectif qui soit assigné au chef, ce qui correspond à la notion d'ucratie en particulier et d'état de droit d'une façon plus générale. Et voyez donc que sans le savoir et sans oser vous l'avouer, peut-être êtes-vous anarchiste, au sens large de partisan d'une société sans pouvoir de domination absolue, sans contre-pouvoir. Alors je vous rassure, ce n'est pas là la manipulation dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était un petit hors-d'œuvre, on va dire. Et à propos d'organisation sociale, tout le monde conviendra qu'il serait souhaitable que celle-ci satisfasse aux besoins les plus élémentaires de ses membres. Que ceux-ci aient de quoi se nourrir, se loger, se soigner, qu'ils soient libres d'exprimer les choses qui leur tiennent à cœur. Et pour ce faire, ils vont devoir souvent disposer de biens matériels, des aliments, un ou plusieurs logements, pourquoi pas des bijoux, que sais-je, de sorte qu'on va devoir leur attribuer un droit d'utiliser donc des biens. Alors ce droit ne correspond certes pas à un besoin en lui-même, mais c'est tout de même une nécessité pour satisfaire des besoins ou désirs bien réels, eux.
Et je propose d'ailleurs de tels systèmes garantissant donc une importante sécurité matérielle, une véritable liberté, mais aussi des rapports humains plus harmonieux, voire d'autres vidéos pour cela. Mais imaginons maintenant un système économique qui, au lieu de conférer de tels droits bien compréhensibles, attribue à des individus le droit d'interdire aux autres de disposer de tel ou tel objet, et ce de façon totalement discrétionnaire. En fait, on leur attribue le droit, plus généralement, de faire tout ce qu'ils veulent concernant l'objet, avec, pour seule limite, on va dire, le droit commun, quoi. Et même une société où l'attribution de ces pouvoirs est définitive, avec le pouvoir pour chaque titulaire, on pourrait dire monarque, de désigner son successeur. Notons qu'en pratique, ces successions ou passations de pouvoir seront généralement le résultat d'un échange, que ce soit contre un autre royaume ou contre un service quelconque. Et observons maintenant les conséquences de ce système monarchique. La première conséquence est que, du fait des échanges que nous venons de voir, la répartition de ces royaumes va évoluer avec le temps, d'une façon incontrôlable. Et comme la satisfaction d'un besoin fondamental nécessite, comme nous l'avons vu, la jouissance de biens spécifiques, rien ne va garantir qu'à un instant donné, chaque besoin puisse être satisfait. Cette satisfaction, en effet, va dépendre de la bonne volonté des monarques concernés. Alors, certes, on peut imaginer que ceux-ci soient altruistes et s'entendent pour réaliser cet objectif, mais cela semble très improbable, chaque monarque étant surtout motivé par l'accroissement de son pouvoir. Tout au plus, pourra-t-il demander des services en échange, ce qui va réduire d'ailleurs une partie, du coup, vous voyez, de la population à une forme d'esclavage. En tout cas, avec un tel système, il va être compliqué pour un gouvernement de faire quoi que ce soit contre la misère et l'injustice. La seconde conséquence est que ce pouvoir va être très désirable, bien plus que la simple consommation momentanée d'un bien, puisque l'on parle d'un pouvoir absolu et définitif. Et d'autant plus désirable que, comme on vient de le voir, chacun sera exposé au risque de ne pouvoir survivre, par manque de biens ou d'être asservi, et d'autant plus désirable que chacun sera a priori privé de tous les biens se trouvant sous l'empire d'autres personnes, de sorte que les quelques biens sous son empire constitueront dans cet étrange système le peu de liberté et de sécurité qui lui restera. Et ce pouvoir même va être d'autant plus désirable encore que la possibilité qu'il soit échangé va être facilitée, car il deviendra alors équivalent à un très grand nombre de consommations possibles. De plus, nous parlons ici d'un statut non partageable, car, par définition, le chef est celui dont la vie l'emporte sur celui des autres, d'où un renforcement de l'égoïsme que l'on peut définir comme l'attachement à un objectif qui nous oppose à autrui. Deuxième conséquence, donc, qui renforce la première, l'hypothèse d'un altruisme spontané des nantis devenant plus improbable. Et ceux qui se souviennent de la vidéo précédente verront du même coup la troisième conséquence, à savoir un accroissement considérable de la compétition et des conflits, puisque les conflits résultent, en général, je rappelle, d'une incompatibilité d'objectifs, et sont d'autant plus violents que les attachements sont forts. Et même sans parler de conflits proprement dit, la désirabilité de ce statut va faire que les gens vont être prêts à tout pour accroître leur pouvoir, y compris s'il faut pour cela nuire fortement à autrui ou à l'environnement. De sorte que même en présence d'éventuelles sanctions, ils vont quand même courir le risque. Bref, bonjour, la criminalité, ce qui est donc la quatrième conséquence. Mais ils vont être aussi prêts à tout pour le défendre, d'où des relations humaines altérées par la défiance, la négociation, le compromis, la division, la peur, d'où une limitation du partage et de la coopération, ce qui est la cinquième conséquence. Enfin, les plus malins vont se retrouver à la tête d'un empire plus vaste que les autres. Et plus vaste sera cet empire, plus ils auront de pouvoir, les avantageant donc dans l'extension même de leur empire, d'où un accroissement exponentiel des inégalités.
Non limité d'ailleurs dans le temps, puisque chacun aura naturellement tendance à transmettre son pouvoir à sa descendance. Ceci est la 6e conséquence, laquelle va aggraver le risque de misère matérielle, d'où un renforcement de la première, et puis de la seconde, et ainsi de suite. Bref, bonjour les inégalités, l'insécurité, la violence, la misère. Et heureusement que nous ne sommes pas dans un tel... Oh merde. En tout cas, tout le monde aura probablement identifié maintenant donc la formidable escroquerie mentale dont l'humanité est victime depuis des siècles. Et réaliser peut-être à quel point il serait peut-être temps de la dénoncer et de s'en libérer. Car la criminalité est aussi environnementale et notre puissance technique rend les conflits particulièrement destructeurs. Mais j'aimerais poursuivre en mettant à jour toute l'ampleur de la manipulation, de façon à ce que vous compreniez pourquoi vous vous faites avoir, ce qui est toujours intéressant, ne serait-ce que pour gagner en autonomie mentale, mais aussi pour que vous vous en libériez vraiment, car une de ses caractéristiques est qu'elle est multiple, cette manipulation, et qu'il faut donc prendre le temps d'analyser ces divers stratagèmes, les divers fils par lesquels elle vous retient. Alors du coup, ça va prendre un peu de temps, donc n'hésitez pas à faire des pauses pour bien digérer tout ça. Pourquoi donc êtes-vous attaché à la propriété privée? Car oui, c'est bien de cela dont il s'agit. Je vous rappelle la définition du concept que l'on trouvera dans tout bon dictionnaire juridique. Droit de disposer d'une chose de la manière la plus absolue, dans les limites établies par la loi. Mais bon, la limitation par la loi intervient de façon marginale. Si vous voulez, c'est pour dire que ce n'est pas parce que vous possédez un couteau que vous avez le droit d'égorger les gens avec. Bon, ça laisse encore pas mal de possibilités quand même. Et là, avant de vous exclamer « Quoi, on va me spolier, je ne serai plus libre, le communisme a été un échec, halte à l'extrémisme, mais c'est un besoin fondamental, c'est un droit naturel et imprescriptible. » Alors, on se calme, et écoutez bien ce qui suit et qui répond à toutes ces âneries. Comme toujours, la manipulation consiste à exploiter les failles de notre psychisme de façon à empêcher une pensée rationnelle. Et un procédé fréquent consiste à susciter une émotion forte, puis à opérer une confusion conceptuelle, l'émotion servant à émousser votre rigueur intellectuelle pour pas que vous vous aperceviez de la confusion conceptuelle. Et une première confusion ici est celle entre, premièrement, la propriété en tant qu'institution, que mode d'organisation, que j'ai introduit ici, à savoir le fait qu'au lieu de distribuer des droits d'usage, on distribue des pouvoirs discrétionnaires permanents. Et deuxièmement, les objets dont vous êtes aujourd'hui propriétaires, dans le cadre de la société propriétiste, objets appelés propriété. Mais c'est pas du tout pareil. On a d'un côté des objets, de l'autre une institution. Or, il est parfaitement normal que vous soyez attaché à ces objets. Car, comme on vient de le voir, ils représentent le peu de liberté dont vous disposez dans cette société globalement liberticide. Et liberticide, pourquoi? À cause de l'institution propriété, comme on vient de le voir. Et l'émotion qui vous aveugle ici est bien sûr la peur de perdre vos biens dans le cadre de ce système, peur bien compréhensible. Mais imaginez que l'on supprime l'institution propriété. Et voyez ce qui en résulte. La première conséquence est que vous aurez a priori accès à l'ensemble des biens disponibles sur Terre, dont vous êtes aujourd'hui, pour l'immense majorité d'entre eux, privés. Cela représente-t-il une réduction ou un accroissement de votre liberté? Alors, j'ai dit a priori, car oui, il se peut que pour certains biens rares, il faille réserver à l'avance, on va dire. Mais même dans ce cas, notez bien que ce ne sera pas une privation définitive, que vous n'aurez pas besoin de quémander ce bien auprès d'un despote local, que l'attribution de ces biens pourra se faire selon une règle connue, juste, optimale. Et de plus, dans cette économie bien étudiée comme celle que je propose, on fera en sorte qu'il y ait suffisamment de biens pour éviter une telle situation. Donc, dans la plupart des cas, même pas besoin d'attendre. Donc, je résume. Ne pas confondre la propriété avec donc
ma propriété, même si ces deux expressions se ressemblent. Quand on parle d'abolir la propriété, donc on ne parle pas de spolier les gens, bien au contraire. Mais les manipulateurs, ceux qui ont intérêt à maintenir ce système, ne vont pas manquer de jouer sur cette confusion. Certains allant même jusqu'à identifier les concepts de propriété et de liberté. Une deuxième confusion utilisée pour vous manipuler est celle entre une propriété qui serait un simple droit d'usage et ce pouvoir absolu et définitif donc que constitue la propriété. La manipulation consiste ici à présenter la propriété pouvoir absolu comme la seule alternative au chaos, Ainsi, lorsque c'est nécessaire, on peut attribuer des droits d'usage exclusifs limités dans le temps. L'abolition de la propriété privée n'implique pas celle de la vie privée. Et de même, il peut être parfaitement légitime que celui qui a effectué un travail ne soit pas injustement privé du fruit de celui-ci. Sauf que là encore, un pouvoir absolu et définitif n'est pas la seule façon donc de le récompenser. Et j'irai même plus loin. En aucun cas, une propriété privée ne peut constituer une récompense juste. Et ce pour une raison bien simple. La production d'un bien consiste en un effort fini, limité dans le temps, tandis que sa propriété est définitive et peut donc constituer une source de revenus infinie. Et les confusions mentales contribuant à cette vaste escroquerie ne s'arrêtent pas là. Et même, elles s'insinuent dans les expressions même utilisées pour désigner la chose. Une technique courante de manipulation, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer d'ailleurs il y a longtemps, consiste, lorsqu'on veut dissimuler quelque chose de pas très avouable, à désigner cette chose par un terme souvent très général, en tout cas tout à fait anodin, voire même à quelque chose de désirable en soi. Et là c'est typique. Que signifie en effet le mot propriété, je veux dire formellement, étymologiquement? Ça signifie qui est propre à. C'est une simple, caractéristique d'une chose. Voilà, donc bien pris, vous voyez ici un concept très général, tout à fait anodin, pour ne pas évoquer, bien sûr, ce qui était beaucoup moins avouable. Vos propriétés réelles, formellement, ce sont votre taille, votre poids, votre imagination, des choses qui vous caractérisent. D'où, d'ailleurs, un autre effet de cet habile choix terminologique, provoquer une identification de la chose avec soi-même. D'où un attachement par identification. Or, chacun étant doté d'un fort instinct de survie, on comprend que chacun soit fortement attaché à ses propriétés. Et notons aussi d'ailleurs que l'emploi du verbe appartenir, qui signifie faire partie d'eux, renforce encore cet attachement. Ne sommes-nous pas naturellement attachés à ce qui fait partie de nous, nos mains, Et cette identification égotique est également renforcée par la concision des expressions utilisées pour exprimer ce pouvoir absolu. On dira de la chose qu'elle est à moi, voire mienne. Or, nous sommes affectivement attachés à plein de choses qui sont miennes. Mes enfants, mes parents, ma patrie, mon honneur, d'où, par contamination, un attachement affectif à tout ce que l'on qualifie ainsi, et donc en particulier à ses possessions. Le déterminant, mon tonson, ma tassa, mes tessés, nos voleurs, qui a priori sert, uniquement à distinguer une chose des autres de même nature, par le fait qu'elles entretiennent avec nous une relation découlant naturellement du sens du mot. Mes parents sont ceux qui m'ont engendré, mon professeur celui qui m'enseigne, ma tête celle qui fait partie de moi, ou inversement, mon espèce celle dont je fais partie. Vous voyez que ça peut être très divers le type de rapport. Et donc, logiquement, ce déterminant devrait être appelé associatif, au lieu de quoi il est dénommé fallacieusement possessif, ce qui renforce encore la confusion. Pour ceux que la linguistique intéresse, j'ai d'ailleurs proposé une solution à ça, je vous mets en description le lien. Bref, notre propriété nous apparaît clairement comme un prolongement de notre ego, ce qui contribue sans doute pour une part non négligeable à la violence avec laquelle les gens complètement manipulés sont attachés à leur propriété, puis, par amalgame, à la propriété. Et c'est pas fini. Nous venons de voir les réalités et les illusions qui renforcent notre attachement à nos propriétés. Mais il en est qui concernent aussi directement l'attachement à la propriété, au système économique, donc.
Alors bien sûr, il y a des raisons naturelles à un tel attachement. C'est la peur de l'inconnu. Sauf qu'il est aisé en la matière de ne pas prendre de risques inconsidérés, en réfléchissant au préalable à comment pourrait fonctionner un meilleur système, en expérimentant de façon progressive. Alors il y a aussi la peur de conditions matérielles plus défavorables pour ceux qui sont actuellement très avantagés par le présent système. Alors cela concerne cependant une petite minorité, car une organisation économique plus rationnelle apporterait un bénéfice global. Mais même cette minorité trouverait dans ce système une meilleure qualité de vie, car celle-ci n'est pas proportionnelle à notre consommation matérielle, et la qualité des relations humaines y contribue largement. Une réticence à un tel changement est aussi parfois alimentée par un regret anticipé de ne plus pouvoir faire certaines choses, qui peut être vu comme une perte de liberté. Mais ce qui importe, c'est ce pourquoi on fait les choses, et s'il n'est plus nécessaire de les faire parce que nos objectifs sont satisfaits autrement, ce n'est pas un problème. Il n'y a aucune perte de liberté. Pour comprendre un système différent, il faut juger les choses globalement, avec un minimum de cohérence. Mais se pose cependant la question de la transition. Si l'on supprime la propriété du jour au lendemain, certains s'étant investis dans l'acquisition de biens coûteux, comme une maison par exemple, pourraient craindre d'être lésés. Sauf qu'en fait ce n'est pas un problème. Il suffit par exemple que la collectivité rachète les biens à leur juste prix, leurs propriétaires seront ainsi dédommagés. Et ils ne seront pas d'ailleurs obligés de quitter leur maison. Ils seront même naturellement prioritaires pour l'occuper, car le but est de satisfaire les gens. Et donc on va prendre en compte le coût d'un déménagement ou des attachements sentimentaux même. Et le prix des locations correspondant aux seuls frais d'amortissement et d'entretien, puisqu'il n'y aura plus de parasitisme capitaliste, devrait être très faible. Les anciens propriétaires pourront donc se maintenir longtemps dans leur logement. Et de plus, même cela, je ne suis pas pour l'appliquer comme ça tout de suite, puisque j'ai dit que j'étais pour des expérimentations préalables à petite échelle. Mais en dehors de ces craintes bien naturelles, il y a là encore de la manipulation verbale, dont celle qui consiste à donner à un mot deux sens différents, l'un désignant la chose souhaitable que l'on veut empêcher, et l'autre une chose clairement abominable, de façon à ce que, par amalgame, les gens n'agissent pas dans leur intérêt qui est donc d'explorer la chose souhaitable, mais comme on le souhaite, à savoir qu'ils n'explorent pas la chose souhaitable. Et même s'opposent à quiconque serait tenté de le faire. Et ainsi, à un même mot, on va donner comme premier sens, tout système économique ne reposant pas sur la propriété privée, et on va faire désigner par le deuxième sens, des dictatures sanguinaires, où les gens vivaient dans la privation, un truc horrible, quoi, Amalgame qui va d'autant mieux fonctionner que le deuxième sens concerne quelque chose de réel, de concret, de vécu, tandis que le premier est purement abstrait, c'est juste un ensemble de possibilités. Et pour que la manipulation fonctionne bien, parce que les gens ne sont pas complètement débiles non plus, il faut quand même qu'il y ait un rapport entre ces deux sens, à savoir que ces dictatures puissent être associées d'une façon ou d'une autre, avec donc le premier sens du terme. Or, il se trouve que la chose existe, et on va voir pourquoi. Mais en tout cas, vous voyez, la manipulation fonctionne à merveille. Si vous avez le malheur d'expliquer autour de vous que la propriété privée, c'est quand même un problème, qu'il serait peut-être opportun d'envisager autre chose, on va vous expliquer que cette autre chose s'appelle le communisme, et que on a déjà vu ce que ça donne. Sauf que la personne qui vous fait cette remarque judicieuse se livre à la manipulation énorme que l'on vient de voir, car elle passe du premier sens au deuxième dans la même phrase, tout en supposant qu'il s'agit du même sens. Ce que notre cerveau naïf croit, puisque c'est le même mot. Et vous pouvez d'ailleurs vérifier dans n'importe quel dictionnaire cette manipulation linguistique digne de la pire novlangue. Votre interlocuteur pourra ainsi vous expliquer qu'il ne fait qu'utiliser le sens du dictionnaire. Et d'ailleurs, à propos de faute énorme, il en commet une autre, de pure logique cette fois. Car même si l'on ne considère le communisme que dans son premier sens étymologique donc, personne n'a dit, pas moi en tout cas, que n'importe quel communisme était désirable.
Et il paraît évident que vu la généralité du concept, tous les systèmes sans propriété privée n'ont pas pu être expérimentés, de sorte que la personne qui vous répond « on a vu ce que ça donne » commet à minima une généralisation abusive. Mais revenons comme promis sur l'origine de ce double sens, car c'est assez instructif. Le mot, étymologiquement, vient de l'adjectif commun, signifiant que des choses ont été mises en commun. Sauf que d'ailleurs, pour que des biens aient été mis en commun, encore faut-il qu'au départ, ils ne l'étaient pas, et que donc, ils étaient la propriété de certains. Et voyez que même, du coup, dans son sens étymologique, ce terme est problématique, car il présente la propriété comme première et naturelle, alors qu'il s'agit en fait d'une convention sociale. Ce qui serait plus logique serait de distinguer les économies propriétistes des autres, beaucoup plus nombreuses et variées. Mais passons sur ce détail. Supposons que nous souhaitions construire une société non propriétiste. Il semble bien, vous voyez, qu'a priori, pour gérer les biens, il va falloir se réunir pour décider de leur usage chaque fois qu'un besoin se manifeste. Et vous voyez bien que cela, a priori, pose quand même quelques difficultés pratiques. Alors bien sûr, une solution est de se donner des règles pour ça, aisément contrôlables par tout un chacun. Mais une solution, on va dire, un peu stupide, consisterait à désigner une sorte de gérant, un gouvernement, qui aurait le pouvoir, discrétionnaire forcément, sinon on n'en sort plus, de gérer tout ça au nom du peuple. Et là, vous voyez le problème. Le problème est qu'à partir de cet instant, dans les faits, la propriété n'est plus commune. Elle est celle du gouvernement, voire de son chef suprême. Bref, ce faisant, nos malheureux apprentis communistes se retrouvent dans le pire capitalisme qui soit, celui où il n'y a qu'un seul propriétaire de tous les biens. Inutile de dire que le niveau de la liberté individuelle ne va pas être très élevé. Ils ont en quelque sorte pris un raccourci pour aller encore plus vite que le capitalisme dans le sens de l'inégalité maximale. Et là, vous voyez sans doute où je veux en venir, concernant l'origine de notre malencontreuse polysémie, à savoir pourquoi, dans un deuxième sens correspondant des expériences concrètes, le mot communisme en est venu à désigner des dictatures. Cela dit, vous savez peut-être qu'il y a une autre explication plus précise, historique à ça, qui est qu'un utopiste se voulant plus scientifique que les autres, a proposé que l'on ne réfléchisse pas à comment pourrait fonctionner un bon communisme, mais que l'on se contente d'entretenir la rébellion des exploités, parce que c'était, selon lui, le sens de l'histoire. D'où une certaine violence, rébellion, d'où une certaine improvisation aussi, au moment où certains de ses disciples prirent le pouvoir, du coup. Et la suite, vous la connaissez, le pouvoir se concentrant entre les mains de ceux qui y aspirent. Et comme notre vrai utopiste avait appelé son parti le parti communiste, le terme est resté accolé aux dictatures finales. En tout cas, quoi qu'il en soit, la polysémie est abondamment exploitée par ceux qui y ont intérêt, d'où l'importance de faire preuve d'un minimum de rigueur intellectuelle pour pas se faire parquer comme des moutons. Alors viennent ensuite les pseudo-justifications naturalistes. Et cette idée que la propriété serait naturelle parce qu'on la retrouverait dans la nature. Alors, d'une, ce que l'on retrouve dans la nature n'est pas précisément, que je sache, un droit qui serait accordé par un État, car les animaux, même sociaux, ne forment pas de telles structures. Donc on est déjà pas mal dans l'approximation là quand même. Alors, ce que l'on retrouve couramment par contre, dans la nature, et y compris chez l'homme d'ailleurs, c'est la tendance à défendre son butin, contre des convoitises extérieures. Ce qui semble assez logique d'ailleurs. Sauf qu'on retrouve aussi quand même la tendance à piquer le butin du voisin, qui n'est pas vraiment compatible avec donc cette soi-disant instinct de propriété privée. Mais passons sur ce détail. Mais le fait qu'une tendance existe en nous rend-il celle-ci souhaitable? Réponse, non. Il y a en nous plein de tendances souvent contradictoires, en particulier à la violence, dont on sent bien qu'elles doivent le plus souvent être réprimées dans notre propre intérêt. Donc ce n'est pas un argument, ça. Et aussi, le simple fait qu'existe une chose dans la nature n'en fait pas une réalité à laquelle se conformer. Nous sommes libres. La propriété pourrait être à la limite défendue si elle correspondait à un besoin.
Ce qui différencie un besoin d'une simple tendance est que sa satisfaction est directement nécessaire à une bonne santé du sujet. Par exemple, cette dernière est affectée si l'on prive un homme de nourriture, de repos, de rapports sociaux même. Mais est-ce le cas si on le prive d'un pouvoir absolu sur autrui? Non, hein? Alors, par contre, il se pourrait bien qu'un tel pouvoir ait un impact sur la santé, mais des autres, pas dans le bon sens. Si besoin il y a, ce serait plutôt celui d'une société plus harmonieuse, plus juste, plus sûre. Or, nous avons vu que la propriété s'opposait à ces trois idéaux. Mais voyons, on s'indignait certains, la propriété privée est un droit fondamental. C'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors, la Déclaration des droits de l'homme, c'est quoi? Une injonction divine? Non. C'est un truc qu'ont écrit des humains à un moment donné, susceptible donc d'être amélioré. Et il y a d'ailleurs plein de choses que j'approuve bien sûr dans la Déclaration des droits de l'homme, mais ça n'implique pas de gober tout le reste sans réfléchir, par pur instinct de soumission en fait. Et d'ailleurs, qui a écrit ce papier? Était-ce des citoyens tirés au hasard dans la population? Non. De fait, il faisait partie de la minorité qui avait le temps de s'instruire et de discuter politique dans les salons parisiens et de se réunir dans la salle des menus plaisirs du château de Versailles où fut rédigée la dite Déclaration des droits de l'homme. Mais pourquoi disposait-il cela de temps libre? Pourquoi n'avait-il pas, contrairement à bien d'autres, la contrainte de travailler le plus clair de leur temps? En bref, parce que c'était des rentiers en fait. Parce que c'était précisément ceux qui exploitaient les autres grâce à un concept que je vous laisse deviner. Comme on dirait de nos jours, il y avait un léger conflit d'intérêts. C'est pareil d'ailleurs pour la déclaration de 1948 où le concept de propriété est peut-être un peu moins présent, laquelle déclaration a été faite sous l'égide de la femme du président des États-Unis d'Amérique, pays dont on connaît la neutralité en matière de propriété privée. Alors comme je l'ai déjà dit, ces déclarations ne sont pas à rejeter globalement, loin s'en faut. Je dirais qu'elles énoncent plein de droits souhaitables, dont précisément la propriété privée empêche l'application. Il suffirait donc de sortir le loup de la bergerie. Et d'ailleurs, une autre manipulation à signaler ici est le simple fait que la propriété privée soit présentée comme un droit. Or, proclamer, accorder un droit valorise la chose, vous voyez, suscite notre compassion. Refuser un droit, mais c'est pas cool ça. Sauf que il s'agit en réalité d'un pouvoir sur autrui, d'un empiètement sur la liberté d'autrui. Ce qu'on ne vous dit jamais, évidemment. En d'autres termes, le loup se déguise en agneau, ce qui n'est pas bête pour s'introduire d'ailleurs dans la bergerie. Et l'on retrouve aussi d'ailleurs que pour nous faire avaler la couleuvre, enfin l'animal si j'ose dire, la déclaration de 1789, en tout cas son article 2, utilise la technique du sandwich que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans une autre vidéo, qui consiste à placer l'animal dans une liste dont tous les autres articles sont indiscutablement positifs, vous voyez. Et puis vous énoncez ça rapidement en assaisonnant le tout de suffisamment d'emphase, pour anesthésier la raison. Et ça donne le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. On notera en passant quand même le caractère un petit peu totalitaire de cet article 2, parce que non, c'est aux participants de chaque association politique de se choisir le but qu'ils veulent. Et tout droit est artificiel, puisqu'il s'agit d'une convention établie par des humains dans une société donnée, et pas imprescriptible, ce qui empiéterait sur la liberté des générations futures. Mais bon, passons sur ce détail. Et à propos de droit naturel, il faut dire que cette expression ne sort pas de nulle part. Elle correspond à des théories élaborées antérieurement par divers philosophes. L'idée, était de fonder un droit supérieur universel qui s'imposerait de lui-même. Alors, bien sûr, ce dernier point relève d'une démarche discutable, quelque peu, on va dire, religieuse, au sens de besoin un peu d'hétéronomie, d'une entité transcendante. Ce qu'un humaniste peut par contre admettre, tout au plus, c'est un droit qui soit acceptable par tous les humains, car fondé sur des tendances humainement universelles, probablement inscrites dans nos gènes, et non pas sur des cultures locales, comme par exemple le sens de la justice.
L'introduction de la propriété comme droit naturel remonte au philosophe John Locke dans son traité sur le gouvernement civil de 1690. Et voyons en quoi consiste sa manipulation. Parce que ce pseudo-raisonnement est encore couramment utilisé par les propagandistes de la propriété privée. Alors, l'astuce est de partir d'une propriété privée qui est incontestable, à savoir la propriété de son propre corps. En effet, cela correspond bien au sens propre, on parle bien de nous-mêmes, mais aussi au sens juridique, l'idée étant qu'il est souhaitable que nous soyons seuls à pouvoir décider de ce qui concerne notre propre corps. Cela fonde l'interdiction du meurtre, du viol, de la séquestration, etc. Alors, bien sûr que je suis pleinement d'accord avec ça. C'est ce que j'ai promu d'ailleurs dans ma vidéo précédente, sous l'appellation d'éthique libérale, ou plutôt d'ailleurs individualiste, on devrait dire, mais bon, peu importe. C'est après que ça se gâte. Il va jouer en fait sur la, devinez quoi, polysémie du mot propriété, ce qui est propre à versus ce sur quoi j'exerce un pouvoir absolu, ainsi que du déterminant associatif que nous avons vu. De façon à attribuer la propriété juridique d'un bien à l'auteur d'une modification effectuée sur celui-ci, puisque c'est, attention, son travail, que son travail lui est propre, c'est magique, Et pour même, créer un lien concret, il va rajouter l'expression « mêler son travail à », comme si le travail était une substance matérielle, ce qui est absurde. Et cela fait d'autant plus illusion qu'il y a aussi une autre escroquerie mentale, à savoir que du point de vue de notre sens de la justice, il paraît préférable que la propriété d'un bien soit attribuée à celui qui a travaillé à son élaboration, qu'à quelqu'un qui n'a rien fait dans ce sens. Si quelqu'un cultive un champ, il paraîtra injuste, et à raison, que ce champ soit attribué à quelqu'un d'autre qui n'aurait pas participé, en tout cas, aux travaux agricoles. Sauf que, on est censé, ici, fonder la légitimité de la propriété privée, pas de son mode d'attribution. Vous voyez qu'on a donc affaire un peu ici à une sorte de pétition de principe présupposant la propriété privée pour en démontrer l'existence, la légitimité. Ou si vous préférez, on est face à une dichotomie simplificatrice, omettant tout autre mode de récompense que la propriété privée. Ainsi, celui qui cultive un champ pourrait être légitime bénéficiaire de sa récolte, sans pour autant être le maître absolu et définitif sur cette parcelle de terre. Et plus généralement, il suffirait que le travailleur soit indemnisé par une consommation correspondant à une quantité de travail équivalente, ce qui lui offrirait plus de choix. C'est le principe d'ailleurs d'une économie socialiste. Pas besoin de propriété privée, qui d'ailleurs, comme nous l'avons vu, ne peut en aucun cas être proportionnée au travail fourni, et qui même empêche donc toute justice sociale. Imaginons que dans une forêt, vous ramassiez une branche morte qui vient de tomber d'un arbre. Vous la ramenez chez vous et vous décidez d'en faire une canne. Personne ne contestera que cette canne vous appartient. Cette canne résulte de votre travail. Vous avez imprimé quelque chose de vous-même dans ce morceau de bois qui n'appartenait à personne. Et c'est sur cette manipulation grotesque que des intellectuels font reposer l'institution possessiviste qui domine et afflige le monde depuis des siècles et des siècles. C'est grâce à ça qu'une élite règne sur nous, la plutocratie. Si donc il est un complot qui mériterait d'être dénoncé, c'est bien celui-là. Sauf que bien peu veulent le voir, car la masse est victime de cette manipulation particulièrement efficace. Et que font nos amis complotistes pendant ce temps? Eh bien, ils s'excitent sur des théories sans grand intérêt, du genre machin aurait été assassiné, truc ne serait pas mort, c'est pas Bidule qui aurait découvert ceci ou fait cela, ou alors des trucs carrément surréalistes du genre la Terre est creuse, les E.T. sont parmi nous, etc. Ils amusent la galerie, contribuant ainsi à nous faire oublier la réalité. Et pendant ce temps, les dominants rigolent et compromettent notre futur, plus sérieusement. Et tandis qu'il serait urgent de réformer notre société, le monde est plongé dans l'apathie, le divertissement, ou au mieux des combats accessoires ou non pertinents. Autre stratégie pour nous maintenir dans l'asservissement. Alors bien sûr, en parlant d'une manipulation des puissants, je m'amuse à faire le complotiste, car il n'est nul besoin d'imaginer un complot d'une poignée d'individus, de supposer une intention derrière chaque phénomène, ce qui est un travers humain, par lequel nous nous faisons d'ailleurs souvent manipuler, ironiquement. Mieux,
se contenter de dénoncer un système est probablement préférable, car les manipulations par les puissants, qui existent sans doute, sont elles-mêmes une conséquence de ce système, sans lequel d'ailleurs ces puissants n'existeraient pas. C'est pourquoi, si l'on veut agir à la racine des problèmes, être radical donc, efficace, c'est bien sûr à ce niveau, systémique, qu'il faut intervenir. Sans quoi, le complotisme alimenté par un système entretenant l'égoïsme va tout naturellement nous faire redouter des trucs comme, devinez quoi, l'abolition de la propriété privée. Et on a d'ailleurs un exemple récent de ça, autour du fameux Great Reset, enfin la grande réinitialisation, qui n'est autre chose d'ailleurs qu'une tentative de maintenir le capitalisme en dépit de ses conséquences néfastes, enfin des crises qu'il suscite, et qui propose des trucs aussi révolutionnaires qu'une taxe carbone et un impôt sur la fortune. Sauf que pour vendre le truc, le président du Forum économique mondial, sorte de think tank invitant des personnalités influentes, a utilisé l'expression frappante de grande réinitialisation, et il n'en a pas fallu plus pour que des capitalistes extrémistes et leurs victimes complotistes ne dénoncent une tentative d'instaurer le communisme, ou plus justement d'ailleurs une dictature donc des élites. Et pour nous faire avaler ce truc-là, il aura suffi d'évoquer le titre d'une petite nouvelle utopiste émanant d'une écologiste invitée par le forum, pourtant bien antérieure et sortie de son contexte. Et comme bien sûr le troupeau ne vérifie rien, emporté par ses émotions, il tombe dans le panneau. C'est le problème de la démagogie. Ça marche bien car ça s'appuie sur la facilité, la paresse intellectuelle, nos instincts les plus vils, tout le contraire de ce que je fais ici, à savoir penser avec un minimum de rigueur pour se libérer et grandir. Ainsi, nous avons vu à quel point nous sommes manipulés par le langage, les mots. Des mots qui nous font redouter ce qui pourrait nous sauver et chérir ce qu'il nous faudrait éliminer. D'où l'importance de veiller au non-détournement de ceci. Remarquez par exemple comme l'adjectif radical tend de plus en plus à devenir un synonyme d'extrémiste. Et si l'extrémisme vous semble être une mauvaise chose, posez-vous les questions suivantes. La position médiane est-elle toujours la meilleure? Faut-il rouler en troisième aussi bien à 100 km/h et à 10 km/h? Non. En fait, extrémiste même a déjà aussi été diabolisé depuis longtemps, en fait par amalgame avec stupide et violent. Parce que certes, les gens stupides et violents sont souvent extrémistes, mais la réciproque n'est pas vraie. D'où l'importance donc, de bien réfléchir et de bien définir les concepts. Et c'est ainsi que l'on réalise que la propriété privée est un pouvoir de domination permanent, simple conséquence de notre égoïsme primitif, qui elle-même engendre un égoïsme artificiel bien plus important qui lui-même explique l'essentiel de la criminalité et des conflits dans le monde. Regardez simplement pourquoi il y a la guerre, que ce soit en Ukraine, ou bien en Palestine aussi. Tout simplement parce que de populations, ou plutôt d'ailleurs leur gouvernement, revendiquent la propriété d'un même territoire. La lutte pour le pouvoir absolu qui nous divise encore et toujours. D'où l'importance de bien inventorier toutes les formes de pouvoir absolu. Ceux qui ne font pas ça se contentent souvent de diaboliser l'État. À tort en réalité, car on peut imaginer un État sans pouvoir absolu. Et du coup, on a des anti-étatistes qui se prennent pour des anarchistes. En quoi l'expression, par exemple, anarcho-capitaliste est un oxymore, une contradiction dans les termes, une escroquerie mentale. Si les vrais anarchistes sont opposés à la propriété privée, ce n'est pas pour rien. Mais bien sûr, réciproquement, il ne suffit pas de supprimer la propriété privée, ce qui aboutirait à une espèce de loi de la jungle. Il faut supprimer toute forme de pouvoir absolu, dont la propriété n'est qu'un cas particulier, d'où ma proposition d'un système présentant donc cette caractéristique, à savoir donc lucratie. Et je vais d'ailleurs probablement bientôt revenir sur le système économique à mettre en place, donc si vous ne voulez pas rater le coche, n'oubliez pas de vous abonner. Car non seulement un tel système économique éradiquerait les principaux fléaux que nous connaissons aujourd'hui, mais il permettrait une bien plus grande efficacité à plein de niveaux. On peut parler d'une économie de la fonctionnalité, on paierait pour l'usage. Ainsi s'en serait terminé de l'angoisse de l'outil qui tombe en panne, souvent juste après la fin de la garantie, du souci de devoir revendre celui qui finalement ne correspond pas vraiment à ce qu'on voulait, ou de l'encombrement de notre espace de vie par quantité d'objets peu utiles. Mais aussi, les produits seraient plus solides, réparables.
mieux entretenus, car chacun paierait pour les détériorations dont il serait responsable. Moins nombreux, car mieux partagés, tout ceci contribuant à la préservation de l'environnement. Et on ferait bien d'autres économies encore, liées à un meilleur partage de l'information, à la réduction de la publicité, de la violence, etc. Bref, les bénéfices d'une sortie de l'enclos sont potentiellement considérables. Sauf que, comme nous venons de le voir, nous avons été bernés pour ne pas en sortir, et si l'on veut une société sensiblement meilleure, il faut donc ouvrir les yeux à un très grand nombre de gens. Une poignée d'humains ne suffira pas. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Quiconque a compris, a reçu le message, doit impérativement le diffuser à son tour, avant qu'il ne soit censuré. Parce que là, c'est vrai, ils auraient de bonnes raisons de le faire. S'il vous reste encore des doutes, des objections, n'oubliez pas non plus, bien sûr, d'en faire part en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.